Ça fait la 4e fois que je tourne ce morceau de vidéo. À chaque fois, mon chat est venu réclamer un câlin, alors que je lui en fais plein. Bref. Bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler philosophie. Sachant que je vais vous faire un certain nombre de vidéos suite à la lecture de ceci. Et je vais compléter ça par des éléments que j'aurais trouvés de mon côté si je trouve qu'il n'y a pas assez dans le livre. Et je vais vous faire des vidéos complémentaires par rapport à des sujets qui m'intéressent ou que je veux développer, que ce soit des auteurs ou des thèmes en particulier. À savoir que ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez aller chercher d'autres œuvres soit sur internet, soit dans les livres. Il y a beaucoup de livres, de magazines et compagnie qui peuvent vous offrir des ressources complémentaires. Donc que je vous fasse une vidéo avec des livres de base qui peuvent être intéressants pour compléter. Donc la naissance de la philosophie date de 580 avant Jésus-Christ, avec Thalès en Occident. On est au niveau du pourtour méditerranéen. Elle vient avec la naissance de l'écriture. On a une confrontation avec la pensée d'autrui de manière écrite ou orale, la transmission de récits. Donc à cette époque-là, ça passait beaucoup par le spectacle, avec le théâtre, les tragédies. On a aussi Homère avec l'Iliade et l'Odyssée, qui sont très connus et qui ont été repris dans moult récits et réécritures de mythes. On a de nombreux philosophes au-delà de Platon, Aristote et Socrate. Les philosophes s'intéressent surtout à l'origine et à la composition du monde, la nature de la vie ou de l'âme, la politique, l'éthique, la géométrie, les mathématiques. Ils sont calculatrices, ça n'existait pas encore à l'époque, ou sous une forme moindre que celle qu'on a aujourd'hui. Vous êtes toute tête. Vous écrivez sur le sable à terre des plaquettes en cire. Pour Anaxagore, l'intellect est une forme d'intelligence ordonnatrice qui est la seule réalité à ne pas être un composé. L'intellect semble également désigner l'intelligence inhérente à chaque chose vivante. On a l'apparition de la métaphysique, la physique de l'esprit, qui est une distinction de la réalité et de l'apparence, et la conception d'un être incorporel, l'âme ou l'esprit. Pour dire la vérité, nous devons alors dire ce qui est et non pas ce qui n'est pas. L'âme est une aptitude à mouvoir les choses de son propre fait, mais elle ne nous renseigne guère sur la psychologie de l'âme humaine. Avec Pythagore, mathématicien très connu des collégiens, le théorème de Pythagore, le petit triangle. L'âme devient le lieu du soi. Les sophistes, enseignants qui se faisaient payer par les parents aristocratiques, donc il y avait des moyens pour se payer des professeurs à leurs élèves, leurs enfants. Les sophistes étaient donc des enseignants itinérants qui offraient leurs leçons privées à des jeunes gens s'apprêtant à mener une carrière politique ou professionnelle. On va parler de Platon maintenant. Il y a deux renversements platoniciens. On a les choses perçues
par les sens qui ne sont que des images d'un côté, et l'homme ne se réduit pas à son corps de l'autre. L'âme. Pas oublier l'âme, l'esprit. C'est ce qui définit le platonisme et qui positionne Platon dans le domaine épistémologique de l'éthique et de la politique. À savoir que Platon a vécu de 428 à 348 avant Jésus-Christ et qu'il est d'une famille aristocratique. On est dans un monde où tout ne cesse de changer, l'impermanence qu'on va retrouver chez les bouddhistes. On a assez de permanence et de stabilité pour que l'homme puisse connaître, parler et agir dans un ailleurs idéal. Dans tout ce changement, quelque chose ne change pas. Il faut distinguer l'intellect, l'intelligence, des choses qu'on aura apprises, de l'opinion, qui est plus sur des oui-dire. J'ai entendu dire que bidule était machin, et qui n'est pas des choses forcément très fiables. Par rapport à l'opinion, c'est plus par rapport à nos ressentis, comme le sensible de l'intelligible. Les choses sensibles doivent pourtant entretenir une relation avec les formes intelligibles qui orientent l'action de l'homme. Oui, nos opinions peuvent nous diriger vers certains endroits plutôt que d'autres, comme en politique ou en amour aussi. Assure l'organisation de la cité et se situant même au principe de l'univers. Le sensible entretient avec l'intelligible le rapport de copie à modèle. Dans le cadre de ce rapport, l'intelligible tient le rôle de cause et le sensible celui d'effet. L'âme définie comme source et principe de mouvement pour tout ce qui est mu peut être associée à un corps qu'elle anime et à qui elle procure un mouvement spontané, établissant ainsi une opposition entre vivant et non-vivant. Elle est invisible parce qu'elle se situe à un niveau intermédiaire entre le sensible et l'intelligible. C'est là que se trouverait la connaissance, qu'il s'agisse de percevoir les choses sensibles ou de saisir les réalités intelligibles. L'âme est une entité autonome et qu'une personnalité est une histoire. L'âme est ce qu'un homme a en propre. L'âme est différente pour chaque personne. Chaque humain ou animal a un vécu différent par rapport au passé de ses parents, à son propre vécu. Toute femme est différente de parce qu'elle a pu vivre, de sa classe sociale, de ses intérêts intellectuels, littéraires, des séries qu'elle regarde, de ses intérêts propres. C'est comme les hommes, ils sont pas tous pareils. Non, ça serait ennuyant. Si on était tous pareils. Il n'y aurait plus de discussion si on pensait tous la même chose des robots. On serait des robots. Évaluation et sanction ne vont cependant pas de soi, car elles impliquent une représentation préalable de ce qu'est un être humain. Platon distingue l'âme en 3 espèces. Immortelle en soi, l'ardeur qui permet au vivant mortel de se défendre, l'appétit qui lui permet d'assurer son maintien en vie et sa reproduction. On parle de Schopenhauer déjà. C'est possible que Chopi se soit inspiré de Platon. Je vous fais des petits teasings, attention. L'âme de l'être humain peut être l'objet de dérèglements. Oui, les passions.
qui ne sont pas de son fait. Même si elle connaît le bien, elle n'arrive pas à s'y conformer. De tels dérèglements doivent, doivent donc avoir des causes extérieures. Ces causes sont au nombre de deux: le mauvais fonctionnement du corps. Là, on retrouve Schopenhauer et Nietzsche plus tard. C'est moi qui note ça. C'est mes petites réflexions par rapport à mon étude. De mauvaises institutions qui entraînent une mauvaise éducation. Une bonne éducation doit permettre une juste proportion entre le corps et l'âme. On retrouve un peu Schopenhauer plus tard. Je pense que Platon a dû beaucoup inspirer Schopenhauer. La contemplation de l'univers sensible constitue un préalable indispensable à la contemplation de formes intelligibles qui seule permet de déterminer la valeur morale d'une existence humaine. Le mal et l'erreur sont indissociables. Le règne du bien est indissociable à la vérité. Le souhait poursuit la pensée pour lutter contre le mal que l'homme ne peut commettre de son plein gré et qui en dernière analyse résulte de l'ignorance. L'arme la meilleure est l'éducation dispensée par la cité bonne, quand elle est en état de le faire. N'est-ce pas? La cause du mal de tout conflit externe ou interne, c'est la compétition que meut l'envie ou la jalousie et qui aboutit à la convoitise. Ça existe toujours de nos jours. Quand on n'arrive pas à gérer ses frustrations, avec la surconsommation, c'est-à-dire à l'envie d'avoir toujours plus. Platon lutte contre la possession au point qu'il l'interdit dans La République. La République est un de ses textes les plus fondateurs, entre guillemets. C'est son texte qui le fait être considéré comme le père du communisme. Il veut établir un ordre proportionnel entre les facultés dans l'âme de l'individu, ce qui signifie faire régner l'intellect et faire du citoyen un être raisonnable qui sait se maîtriser devant le plaisir et la douleur, devant la confiance ou la crainte, et cela par l'éducation. Ça, c'est un peu les stoïciens et compagnie aussi qui inspirent ça. L'homme, la cité et le monde constituent un ensemble commun où intervient une âme dont l'activité supérieure est guidée par la contemplation de la réalité véritable. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ou si vous avez des rajouts personnels à faire, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça. Je vous lirai avec grand plaisir. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode. Bonne journée à vous.